Imaginez un instant, un seul homme, un aristocrate prussien, avec une vision vraiment implacable. Prendre cette mosaïque d'États allemands, complètement faible et divisée, et la transformer en un empire redoutable. Pour lui, c'était clair, l'histoire ne s'écrit pas avec de beaux discours. Non, elle s'écrit par la force. Voilà. Cette phrase, par le fer et par le sang, ça va devenir sa signature. Prononcée au tout début de sa carrière, elle ne fait pas que définir l'homme, elle annonce une ère complètement nouvelle pour l'Europe. Une ère de politique pragmatique, brutale, menée par une volonté de faire. Et cet homme, c'est donc Otto von Bismarck. Né en 1815 au sein de l'aristocratie terrienne de Prusse, ce qu'on appelait les Junkers, il est vraiment le produit de ce monde conservateur, ultra-loyal à la couronne et persuadé que le modèle prussien est supérieur à tout le reste. Pour bien saisir son ambition, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'Allemagne, en tant que pays, ça n'existait tout simplement pas. À la place, on avait un puzzle immense de 39 États indépendants. Alors oui, ils partageaient une langue, mais politiquement, c'était un océan de divisions. Et au cœur de ce puzzle, il y avait deux géants qui luttaient pour la suprématie. D'un côté, la Prusse, la nouvelle puissance militaire qui monte, très disciplinée, très ambitieuse. Et de l'autre, l'Empire d'Autriche, le gardien du vieil ordre, celui qui dominait les affaires allemandes depuis des siècles. Bismarck, lui, l'avait bien compris. Une seule de ces puissances pouvait diriger. L'autre devait être mise sur la touche. Mais attention, son parcours n'a pas été une ligne droite vers le pouvoir, loin de là. Dans sa jeunesse, il était plutôt connu pour ses duels, ses dettes, son mépris de l'autorité. Et pourtant, ce rebelle va devenir le plus grand défenseur de la monarchie prussienne. Et cette ascension, ce n'est pas du tout un hasard. Ces années comme diplomate, que ce soit à Paris ou à Saint-Pétersbourg, ont été son véritable terrain d'entraînement. Là, il a pu analyser, disséquer les ambitions et les faiblesses de tous ses rivaux. Et c'est là qu'il a forgé son plan. Alors forcément, en 1862, quand le roi Guillaume Ier le nomme chancelier, toutes les pièces sont en place sur l'échiquier. Le plan de Bismarck, ce n'était pas une seule grande guerre risquée. Non, c'était beaucoup plus malin. C'était 3 guerres. Une vraie partie d'échecs, sauf que le jeu se déroulait sur la carte de l'Europe. Et les pièces, c'était des armées. Et le point essentiel à comprendre, c'est ça. Aucune de ces guerres n'est arrivée par accident. Chacune a été provoquée, délibérément. Chacune a été courte, presque chirurgicale, et conçue pour atteindre un objectif bien précis, une étape après l'autre, vers l'unification. Alors, voyons la séquence. D'abord, en 1864, il frappe le Danemark. C'est un peu un test pour son armée et pour ses alliances. Ensuite, en 1866, c'est le coup de maître. Il humilie l'Autriche et l'éjecte des affaires allemandes. Et enfin, en 1870, il provoque la France. C'était l'ennemi commun parfait pour rallier les derniers États allemands qui hésitaient encore. Cette deuxième guerre, c'est vraiment le pivot de toute sa stratégie. Bismarck attire l'Autriche dans un piège avec une habileté incroyable. À Sadowa, la machine de guerre prussienne, qui est moderne, rapide, redoutable, écrase littéralement l'armée impériale. En à peine 7 semaines, des siècles de domination autrichienne s'effondrent. La voie est maintenant libre pour la Prusse. Il restait un dernier obstacle. Et cet obstacle, il était plus psychologique que militaire. Les États du sud de l'Allemagne, qui étaient catholiques, se méfiaient énormément de la Prusse, qui était protestante. Bismarck avait donc besoin d'un ciment pour les souder tous ensemble. Et ce ciment, il savait très bien ce que c'était. La peur d'un grand ennemi commun. Et cet ennemi, ce serait la France de Napoléon III. Et la provocation qu'il met en place, c'est un chef-d'œuvre de manipulation. Il intercepte un télégramme, la fameuse dépêche d'Ems, et il le réécrit de manière à ce que ça sonne comme une insulte terrible pour la France. Évidemment, l'APA fonctionne. Paris tombe dans le piège et déclare la guerre. La victoire prussienne est totale, avec comme point d'orgue la capture de l'empereur lui-même à Sedan. Et pour l'humiliation finale, l'Empire allemand est proclamé. Pas à Berlin, non, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le symbole même de la grandeur française. Et c'est là que l'histoire prend un virage vraiment fascinant. Une fois l'Allemagne unifiée, le pyromane se transforme en pompier. L'homme du fer et du sang devient l'architecte d'une paix européenne hyper complexe. Une paix qu'il va réussir à maintenir pendant presque 20 ans. Sa méthode, elle a un nom, la réalpolitik. On oublie la morale, on oublie l'idéologie. La seule question qui compte, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'État allemand. La politique devient un jeu d'échecs, basé sur un calcul froid des rapports de force. Le but, ce n'est plus de gagner des territoires, mais de consolider ce qui était acquis. Sa stratégie va se jouer sur 2 fronts. À l'international, il tisse une véritable toile d'araignée d'alliances complexes pour garder la paix, et surtout pour isoler une France qui ne rêve que de revanche. Et à l'intérieur du pays, c'est un conservateur, mais un conservateur pragmatique. Il crée le premier État-providence moderne avec l'assurance maladie, les retraites, pas par générosité, non, mais pour couper l'herbe sous le pied des socialistes. Mais bon, même le plus grand des stratèges ne peut pas tout contrôler. Pendant près de 30 ans, Bismarck a été le vrai maître de l'Europe. Sauf que son pouvoir dépendait de la confiance d'un seul homme, l'empereur. Et les empereurs, ils ne sont pas éternels. En 1888, un nouvel empereur arrive sur le trône.
C'est le jeune et très arrogant Guillaume II. Et lui, il veut être le seul capitaine à bord. Il ne supporte plus l'ombre de ce chancelier de fer qui, après tout, dirigeait le pays avant même sa naissance. Le choc entre l'expérience et l'ambition était juste inévitable. Et en 1890, ce qui devait arriver arriva. Bismarck est forcé de démissionner. Le pilote quitte le navire, comme on dit. C'est la fin d'une époque. L'homme qui a créé l'Allemagne et maintenu la paix pendant 20 ans est mis à la porte. Son héritage, il est monumental. En moins de 10 ans, il a pris ce puzzle d'État et l'a transformé en une puissance industrielle et militaire de premier plan. Il a littéralement redessiné la carte de l'Europe et il a changé l'équilibre du monde pour toujours. Mais voilà, son héritage a une double facette. En unifiant l'Allemagne par la force, en créant ce système d'alliances ultra fragile, est-ce qu'il n'a pas, sans le vouloir, semé les graines des guerres futures? Parce qu'après son départ, tout son système va s'effondrer, ce qui mènera à la course aux armements et au final à la Première Guerre mondiale. Alors, était-il un gardien de la paix ou l'architecte involontaire des tragédies du XXe siècle? C'est toute la question que son héritage nous pose encore aujourd'hui.